Lâche-moi. Viens. Ah bon. Bonjour Désiré. Ah, les Bonjour, anciens. Monsieur. Bonjour les 40e. Eh ben, dis donc. Merci. Merci. Des souvenirs. Je suis né à Port-Bail, le 23 octobre 26, dans la rue des Calouins. Pourquoi la rue des Calouins? Parce que le port de Port-Bail s'appelle la Caillouerie. Je vivais là avec ma mère et mes frères. J'avais 4 frères et 3 sœurs. On était très heureux. Mon père, qui était boulanger, il avait un cheval pour les tourner dans les campagnes. Et le jeudi, il m'emmenait avec lui dans la carriole. Il avait une grosse trompette sur le côté. Et quand on arrivait dans les cours des fermes, j'appuyais sur la trompette pour que les clients viennent chercher le pain. Dans les années 20 à Port-Bail, la vie était complètement différente puisque c'était une petite commune de bord de mer à vocation agricole et pêche, avec d'ailleurs les quais de Calouins, puisque là-bas on voit encore les vestiges, c'était les cales. Les bateaux ne s'arrêtaient pas au port tel qu'il existe actuellement, mais allaient directement s'amarrer à cet endroit-là. Désiré se fait appeler le gars des Calouins, et en effet, c'est le petit gars des Calouins, parce que d'abord, il est né rue des Calouins, et la rue des Calouins a un accès directement sur cet endroit. J'ai 7 ans. Nous vivons 3 drames en quelques semaines. La mort de papa d'abord, d'une pneumonie, puis celle de 2 de mes petits frères. Marcel est écrasé par une charrette, Alain nous quitte dès la naissance. Nous sommes alors sans ressources. Mais maman ne ménage pas ses efforts pour que nous restions tous en bonne santé. Lessive, petits travaux, plumage de volaille chez les gens. Désormais, chaque sou compte. Moi, l'aîné des garçons, je me sens maintenant responsable de famille. Mais je reste un enfant impulsif, dissipé, aventurier. J'aime gambader dans les dunes de sable avec mes frères et les copains. Je suis souvent puni à l'école. Malgré tout, grâce à l'attention de monsieur Arras, l'instituteur, je vais obtenir mon certificat d'études. J'avais 12 ans et demi, 13 ans. Il y a eu la déclaration de guerre, bien entendu. Et puis les militaires, les chevaux qui étaient réquisitionnés, enfin ça remuait à Port-Bail, hein. Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Un soir, ma mère me réveille, elle me dit, tu sais Dédé, parce qu'il m'appelait Dédé, hein, elle me dit, on entend des bruits de canon. Alors,
On se lève, on écoute, et on entendait des bruits de mitrailleuses. C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Port-Bail. À Port-Bail, dès le 18 juin, les Allemands étaient arrivés. Donc ça a été assez rapide, puisque le 18 juin 1940, c'était l'appel du général de Gaulle. Et puis après, la vie s'est instaurée pendant toute l'occupation. On a vécu pendant 4 ans. 4 ans, hein, qu'on a vécu à Port-Bail avec eux. Un jour, la mairie de Port-Bail me convoque pour couper des arbres. Les Allemands plantent ce qu'ils appellent les asperges de Rommel. Des poteaux en bois plantés dans les champs et les pâturages pour déchirer les ailes et empêcher les avions anglais d'atterrir. Certains sont assis surmontés de mines ou de grenades. On plante aussi des pieux d'arrêt sur la plage. Cela, c'est pour empêcher les bateaux de débarquer. Je viens avec ma hache, comme on me l'a demandé. Elle coupe mal. Je galère. Je me fais engueuler par le chef allemand. Il me met même un coup de pied dans les fesses. Mon travail est tellement laborieux que je ne serai jamais reconvoqué. C'est tant mieux, car je travaille maintenant dans une boucherie à Denville. J'ai 14 ans. Je suis heureux. Chaque jour, je peux porter des vivres à maman pour nourrir mes sœurs et mes frères. Les jours de repos, avec les copains, on joue au foot dans une pâture. Parfois, on va aussi traîner sur le port. Des cantines roulantes ont été installées en bordure de quai. On aime observer la distribution des repas aux soldats allemands. Ils font la queue, gamelle à la main, disciplinés. Un jour, un officier nous fait signe d'avancer. Il nous offre un repas. Des pâtes avec des petits bouts de viande. C'était bon. Ma vie d'adolescent est ainsi. Un jour, j'assiste, effrayé, à la mort de soldats qui explosent en posant des mines dans les dunes. Un jour, j'assiste, émerveillé, aux danses du sabre de soldats géorgiens sur la place du village. Pendant cette période d'occupation, l'histoire la plus étonnante se déroule un soir de 1942. Ce jour-là, des militaires arrivent en nombre à Port-Bail. Ils viennent écouter un discours d'Hitler diffusé sur des haut-parleurs installés spécialement sur la place du village. Peu rassurés par ces soldats en nombre, les habitants se sont enfermés chez eux. Nous aussi. À un moment donné, ma sœur Denise, elle descend l'escalier, puis elle me dit, Dédé, elle me dit, il y a des Allemands dans la cuisine. Alors, on descend tous les deux l'escalier, et on arrive à la cuisine, et qu'est-ce qu'on voit? 4-5 Allemands, dont un gradé. À l'époque, je ne savais pas, mais c'était un gradé. Et alors, ils avaient mis le chaudron de vaisselle à ma mère sur une table et vidé des bouteilles de cidre, du calvados, de l'apéritif qu'ils avaient trouvé, et ils se tapaient les trucs. Oh là là! Alors, ils ont bu un dernier verre, et puis ils sont partis. Alors ma sœur Denise a dit comme ça, et si on goûtait? Purée, on s'y est pris une cuite tous les deux. Ma mère était affolée. Mais on a réussi à monter l'escalier, on s'est couché, on n'a pas été malade du tout. Le 6 juin 1944, les Anglo-Américano-Canadiens débarquent sur 5 plages. 2 sont affectés aux Américains, Utah et Omaha, et les 3 autres aux Anglo-Canadiens, Juneau, Sword et Gold. Ça se passe relativement bien, avec l'exception quand même de Omaha Beach, qui va être surnommé après Omaha la sanglante. Bloody Omaha. Je travaillais, j'avais 14-15 ans à peu près.
J'étais à Denville, le bourg de Denville. On apprend qu'il y avait eu un débarquement du côté de Sainte-Mère-Église. Et on voit des avions, c'était des chasseurs bombardiers, qui passaient et qui mitraillaient tout ce qu'ils voyaient. Un cheval avec une carriole, il mitraillait, il mettait tout en l'air. Port-Bail brûlait. Port-Bail était sous l'artillerie américaine et allemande, les deux. Alors, quand j'ai vu ça, moi, je m'inquiétais de ma mère, parce qu'elle était à 5 km de Denville, il y avait 5 km. Je suis parti à Port-Bail. J'avais traversé le front. Et j'avais été fait prisonnier par les Américains de l'autre côté. Ils nous avaient tiré dessus, d'ailleurs. Ils m'ont emmené, et comme je connaissais bien Port-Bail, ils m'ont donné un papier par lequel j'avais le droit de guider les Américains. J'étais soldat américain, si on veut. Français, enfin voici l'heure tant attendue. Nous remettons le pied sur le sol de la patrie. Il y a 4 ans, nous quittions la France, répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises. Debout, Français, aidez-nous. Aidez nos alliés à abréger cette bataille, livrée pour sa libération sur le sol de notre patrie. 2 mois après le débarquement du 6 juin, la 2e DB débarque elle aussi à son tour. Leclerc débarque le 1er août, mais quand il débarque, les autorités américaines ne sont pas là. Donc on a quelques photos, quelques bouts de film, mais il est accueilli par personne. Et ça, évidemment, ça fait mauvais effet. Donc on refait le débarquement, où là, Leclerc est présenté au général Walker, qui va être précisément un de ses chefs, parce que Walker dépend de Patton. Leclerc est originaire de la région d'Amiens, c'est donc un Picard. Il a plus précisément un domaine qui lui a été donné par son père, et c'est le domaine de Tailly-l'Arbre-à-Mouche. Il s'appelait Philippe de Haute-Cloque. Il était militaire. Il avait fait l'école de guerre. Il se trouve à Lille quand la déroute de mai 40 arrive. Mon grand-père traverse toute la France, en gros, pour rejoindre sa femme autour du 30 juin dans le sud-ouest. Et il arrive le 25 juillet à Londres. Le 25 juillet, il se présente à De Gaulle. Il s'appelle Philippe de Haute-Cloque. Il a une carrière, donc De Gaulle le situe parfaitement. Et c'est un des rares hommes militaires qui rejoignent De Gaulle qui ait fait l'école de guerre, qui sont en plus majors de l'école de guerre. Donc c'est un point qui va compter énormément dans le choix que De Gaulle va faire. Il n'a pas tant d'offres que ça en personne, mais ça va être une des raisons pour lesquelles il va lui confier une mission extrêmement importante. De Gaulle lui montre la carte de l'Afrique équatoriale française, donc Cameroun, Gabon, voilà, et lui dit « et puis il y a ça ». Dans la tête de De Gaulle, l'armée d'Afrique est quelque chose qui compte. L'empire colonial va être la base sur laquelle on pourra repartir et reconquérir la France et ramener la France dans le camp des vainqueurs. Nous sommes en début 1941. Leclerc vient avec d'autres de rallier l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire que cette Afrique équatoriale devient gaulliste et accrédite le général de Gaulle dans son désir de continuer la lutte au sein de ce qu'on appelle la France libre. Il décide d'aller prendre la citadelle italienne de Koufra, enfin assiégée par les Italiens de Koufra, qui est à la frontière entre le Tchad et la Libye. Le 1er mars 1941, il conquiert ce fort et le lendemain, lors de la montée aux couleurs, il s'adresse à ses soldats et il leur dit « Jurons tous maintenant de ne nous arrêter que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Pourquoi Strasbourg ? Parce que c'est vraiment l'ultime territoire français. Une fois qu'on a conquis Strasbourg,
On a évacué l'humiliation de 1914, l'humiliation de 1940, et on est arrivé aux confins du territoire français. Donc on peut dire qu'on a réussi à reconquérir la France. C'est un serment extraordinaire pour quelqu'un qui est perdu dans le désert, avec quelques soldats mal équipés, et avoir l'idée de conquérir Strasbourg en 1941, c'était dans l'esprit de personne, mais c'était dans l'esprit de Leclerc. Et ce serment va devenir l'objectif sacré, comme il disait. Ils parleront même d'obsession au fur et à mesure de leur recrutement au sein de la 2e DB, de tous ces soldats. Leclerc débarque donc à Utah Beach et à partir du 3-4 août, la division traverse un certain nombre de petits villages et un certain nombre de Normands, de Manchots, voit cette unité française et il s'engage dans la 2e DB. J'arrive au carrefour de Port-Bail et je vois un GMC et il parlait avec des gens du pays. Et puis il parlait français. Alors moi je m'approche et je dis, mais vous êtes Canadien? Mais non, qui dit, on est Français, comme vous. Ah bon? Il dit, oui, on vient de débarquer, on fait partie de la 2e DB de Leclerc. Et ils me disent comme ça, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je dois partir en Angleterre pour avoir une formation de parachutisme. Il dit comme ça, mais viens avec nous. Ben, je dis, je peux pas, j'ai le papier américain. Alors, il dit comme ça, mais ça fait rien, il dit comme ça. On va s'occuper de la chose, parce que la 2e DB fait partie de la 3e armée à Patton. Alors, ça ne change pas. Ils m'ont pris mon nom, mais j'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans. J'avais 17 ans. C'est quand même pas si évident de se dire, je vois la 2e division blindée qui a débarqué ici, je vais m'engager. C'est quand même déjà la preuve d'une forte personnalité. Ces jeunes Normands qui s'engagent, qui pourtant n'ont aucune formation militaire, vont boucher les trous. On les prend parce qu'on n'est pas à plein effectif. Et je suis parti dans la 2e DB au 40e à Ranard. Le 40e Ranard, c'est la simplification de 40e régiment d'artillerie nord-africain. On est parti à 5 de Port-Bail. 5 camarades d'école que je connaissais bien. Et en partant à pied pour aller du puits à Barangbek, il y avait une dame qui vendait des fromages. Elle en avait encore un peu en réserve. Elle m'a donné 2 camemberts. Et je suis parti avec mes 2 camemberts faire la guerre. Sur les 5 qu'on est partis, il y en a 2 qui sont partis dans le génie. Ils ont choisi le génie. Et moi, comme je connaissais bien les blindés allemands, j'avais été 4 ans avec eux, on m'avait donné un livre pour reconnaître les chars allemands. Donc j'avais un Avtrak et j'avais mon canon de 57 anti-chars. Et sur le côté du canon, c'était marqué « œil pour œil, dent pour dent ». Il longe la côte ouest de la presqu'île du Cotentin et on se retrouve le 8 août 1944 dans le bas. La DB subit ses premières attaques allemandes. Elle poursuit pour atteindre le 10 Le Mans, le 12 Alençon, progresser au nord d'Alençon jusqu'au 15-16 août. Voilà. Nous participons à la guerre grand modèle. Le pays est dévasté. C'est abominable. Que de morts, de blessés. Une odeur puante nous prend à la gorge. Quand on est parti sur Chambois, on est tombé dans une attaque allemande de nuit. On était en bivouac.
Ils nous sont tombés dessus, on avait mis les filets de camouflage sur les chars, tout dans un clos de pommier. Et les Allemands, ils n'avaient pas... C'est notre faute, ça. On n'avait pas vu qu'il y avait une petite rue, une chasse, on appelait ça une chasse, encaissée, derrière notre bivouac. Et quand il y avait des Allemands qui déboulaient pour venir se battre avec nous, au corps à corps, hein, on les mitraillait à bout portant. Ah, les combats en Normandie, oui, pour un baptême du feu, ça a été sanglant. Enfin, meurtrier. Meurtrier pour les hommes de Leclerc. Quand ça s'est calmé, qu'on a réussi à mettre un char ou deux en route pour se dégager, ça s'est arrêté. Et c'est là que j'ai appris que Louis Giffard, donc à des Sacles, Louis Giffard avait reçu une balle dans la jambe et qu'il avait été évacué sur l'Angleterre. J'ai dit oui, ça commence bien. Bon. Et puis, après ça, on est rentré à Paris. On considère que le 19 août 1944, c'est la fin de la bataille de Normandie. Et là, Leclerc, il attend. Donc là, il piaffe, quand est-ce qu'on va me donner l'ordre de foncer sur Paris? Donc il faut absolument que Paris soit libéré par une unité française parce que ça permettra à De Gaulle d'asseoir son autorité de patron de la France libre et être reconnu comme tel à travers le monde. Le 22 au soir, Leclerc reçoit enfin l'ordre de foncer sur Paris. Paris est donc libéré le 25. Le matin, les Parisiens, ils sautent partout. C'était merveilleux. C'est incroyable. Incroyable. Des choses comme ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Ils nous embrassent, ils nous tiraient par les pieds, par les jambes. Il y en a qui avaient des bouteilles de whisky. Nous, qu'on n'en buvait jamais. Ah ouais, c'était formidable. Hein. Oh là là. Le lendemain, samedi 26 août 1944, un grand défilé est prévu. Désiré et son 40e Rana sont une des unités qui rendent les honneurs. Devant le général de Gaulle, bien évidemment, Leclerc, Koenig et autres autorités sont présentes. De Gaulle va déposer sur la tombe du soldat inconnu 2 gerbes. Une gerbe de fleurs et une autre en forme de croix de Lorraine. Avec nos chars et nos blindés,
Nous sommes aux premières loges stationnées sur les trottoirs en bordure des Champs-Élysées. Nous sommes sales, épuisés, mais heureux. Nous avons libéré Paris. Mon copain, Claude Boisseau, un des 5 partis de Porte-Bail, ne peut pas participer au grand défilé. Il a été blessé dans les combats parisiens. La sœur de mon père, Nétine, qui habite Billancourt, me retrouve. C'est formidable, inoubliable. On me retire de mon half-track et on m'affecte au lieutenant, un obusier. J'apprends à connaître mon nouvel équipage. Le chef, Prigent. Le chauffeur, Rousseau. Et 3 camarades, Marius, Noël et Barbarou. Mon préféré, c'est Barbarou. Il est encore plus jeune que moi. Je vais rester avec eux jusqu'à la fin de la guerre. Paris libéré le 25, mais il y a quand même déjà des éléments qui, le 26, sont envoyés dans le nord de la banlieue parisienne parce qu'on craint une contre-attaque allemande. Quand on arrivait au Bourget, ça brûlait, ça brûlait, ça brûlait. Et ça tirait aussi. Hein. Et je me souviens qu'un petit jeune allemand qui est sorti, tout affolé, le pauvre. Il avait mon âge à peu près. Alors, il pleurait, il crierait, il levait les mains. Et comme on avait déjà des morts, les copains, ils l'auraient bien... Alors, j'ai dit non, faut pas lui faire de mal. Faut pas lui faire de mal, alors les copains m'ont dit comme ça, bon, bah, d'accord, allez, alors on le fait prisonnier, on va te laisser. Jusqu'au 8 septembre, la 2e DB est dans Paris. Alors, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, Jardin des Plantes, enfin, des endroits bien spécifiques où, évidemment, les Leclerc sont à l'honneur. Hein. Et le 8 septembre, la division repart en direction de l'Est. Le 11 septembre 1944, notre groupe prend la direction de Troyes, Contrexeville, puis de Vittel. Notre lieutenant fonce. Le lendemain, à Dompierre, nous sommes sérieusement accrochés par les panzers. La 2e DB se retrouve face à une brigade allemande nouvellement créée, matériel tout neuf, mais des hommes non aguerris, enfin pas suffisamment aguerris. La bataille est dure. Très très dure. Les Allemands perdent 500 hommes et 61 chars. Notre groupe, 43 hommes. 104 copains sont blessés. Avec l'appui de l'aviation américaine, les Leclerc gagnent la bataille de Dompierre. Il faut attendre fin octobre pour que, à nouveau, la 2e DB livre des combats. C'est la conquête de Baccarat qui a été menée par Leclerc quasiment sans tirer un coup de fusil. Il a contourné Baccarat, c'est connu sous le nom de menuet de Baccarat. Comme une chorégraphie très très bien réglée, tac, 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 tac. Et Leclerc rentre dans Baccarat et il visitera la cristallerie, bien évidemment. Et il boira dans des verres gravés avec les initiales de Göring. Le menuet de Baccarat, c'est la porte ouverte vers l'Alsace. Entre la Nationale 4 et les contreforts des Vosges, c'est la ruée sur Strasbourg. Nous, la 2e DB, on n'arrête jamais. Jamais. On avait tout juste le temps d'aller aux toilettes. Les hommes sont harassés de fatigue. Parce que Leclerc les talonne sans arrêt, foncez. Le 23 novembre, après une véritable charge, nous entrons enfin dans la ville. À 14h30, tout le groupe y est. Les casernes sont occupées par les Allemands qui détiennent les bonnes positions défensives. Nous perdons 5 chars, plusieurs half-track et jeeps. À 18h30, un immense drapeau bleu-blanc-rouge flotte à la flèche de la cathédrale. Strasbourg est enfin délivré. Les
troupes françaises rentrent dans Strasbourg le 23, le serment de Koufra est tenu. Nos couleurs, nos belles couleurs flottent sur la cathédrale de Strasbourg. Quand on pense au serment de Koufra prononcé 3 ans et demi avant, en plein désert, et Leclerc dit adieu, maintenant on peut crever. La fierté du patron. La nôtre. Moi, le petit gars des Calouins, j'ai réalisé mon idéal. Je suis à l'autre extrémité de la France, à Strasbourg, libéré. Après la cérémonie, fatigué à l'extrême, à la gare, je rentre dans un wagon en bois. Les copains me cherchent et me retrouvent là, endormi. J'imagine très très bien hein, qu'une fois que le serment de Koufra est tenu, que le drapeau flotte sur la cathédrale de Strasbourg, même si mon grand-père a tenu à aller jusqu'en Allemagne, jusqu'au Nidec, parce qu'il ne fallait pas s'arrêter là, mais quand même, le serment était accompli. Alors oui, certainement une chute de tension est arrivée chez les jeunes et les moins jeunes en disant bah, « ça y est, on est arrivé, on a fait ce qu'on a dit ». 23 novembre 1944, Strasbourg est libéré. La campagne d'Alsace ne fait que commencer. Début février 1945, Désiré et Verneuf-Brisac, en position, ils sont repérés et les blessés. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai eu le poumon perforé. J'ai été blessé au bras, au genou. Et puis j'ai été évacué. Dans cette division, il y aura en permanence une 50aine de femmes au sein de la DB, une 40aine qu'on connaît mieux sous le nom de Rochambelle et une 10aine qu'on connaît mieux sous le nom de Marinette. Ces femmes sont surtout des ambulancières, ça veut dire qu'elles allaient chercher les blessés, sauf que les blessés ou les morts, ils ne sont pas derrière, ils sont devant. Donc ces femmes, elles ont su émouvoir, c'est peut-être pas le terme, mais impressionner ces soldats. Et ils ont toujours eu un profond respect pour ces femmes. J'ai été opéré à Baccarat. Et puis après ça, je suis parti à Épinal, dans les Vosges. Désiré, qui lui est blessé début février 1945, ne va pas connaître cette période de repos de la division de mi-février 1945 à fin avril 1945 dans la région de Châteauroux, parce qu'il est blessé, donc il est en soins. Rétabli, après quelques jours à Port-Bail, il me faut y retourner. La guerre n'est pas finie. Je repasse par Paris et en profite pour revoir ma tante Nétine. Je retrouve une partie des copains de la 2e DB à la gare d'Austerlitz. Ils ont pu profiter de quelques jours de permission dans la capitale. Le train nous emmène jusqu'à Mézières-en-Benne, près de Châteauroux. Là, je réintègre enfin mon unité et mon lieutenant. Leclerc piaffe d'impatience parce qu'il voudrait finir la guerre en Allemagne. Donc il recevra enfin l'ordre, fin avril 1945, de repartir en Allemagne. Nous traversons des villages. Des drapeaux blancs pendent aux fenêtres. Ce sont les mêmes qu'en France, il y a quelques années de ça. Nous nous dirigeons vers Munich. Et là... On est arrivé à Dachau, devant le camp de concentration. On était dans les premiers. Et il y avait des pauvres gars, là. Ils étaient accrochés. Il y en a qui étaient libérés. Alors, on nous a défendu de descendre en attendant les secours, parce qu'il y avait le typhus. Alors, on leur jetait des chewing-gums, des chocolats, par-dessus le truc, comme ça. Et on voyait, au loin, dans le terrain, on voyait des trucs informants. On ne sait pas ce que c'était. C'était des cadavres, certainement. Quand les Leclerc arrivent à Dachau, ils n'ont pas de mots. C'est l'enfer sur terre. Dachau, donc, certains Leclerc le découvrent, mais Leclerc lui-même visitera le camp.
Et là, on est sans voix. Qu'est-ce qu'il faut dire devant l'horreur suprême? Est arrivée une colonne sanitaire avec des Américains, des Français, des docteurs, la Croix-Rouge, il y en avait. Alors, on nous a dit, allez, dégagez maintenant. On est parti à une quinzaine de kilomètres. Nous logeons chez l'habitant. Nous sommes bien considérés. De temps à autre, on va même au café. Et pas besoin de payer. Ce sont les clients allemands qui nous payent notre bière. Mais la guerre n'est toujours pas finie. Nous reprenons la route et à 150 km de là, notre épopée se termine à la maison d'Hitler. Le 4 mai 1945, nous entrons à Berchtesgaden. Berchtesgaden, il faut savoir que c'est le Berlin bis. À Berlin, Adolf Hitler dirigeait les affaires de l'Allemagne. Mais il avait acquis dans les années 20 un petit chalet, l'Obersalzberg, c'est-à-dire un plateau au-dessus de Berchtesgaden. Quand il est arrivé au pouvoir, il a réquisitionné tout l'Obersalzberg et c'est devenu un Berlin bis. Donc il pouvait diriger les affaires de l'Allemagne aussi bien depuis Berlin que de Berchtesgaden. Nous sommes le 4 mai 1945, donc ces éléments de Leclerc se dirigent vers Berchtesgaden et ils y arrivent vers 16h15. Pas de chance, il y a déjà des Américains qui sont arrivés en gros 20 minutes avant. Mais les Américains restent là et les Français continuent leur montée vers l'Obersalzberg, là où Hitler a son chalet Le Berghof. Et puis on avait trouvé un drapeau, un grand drapeau français, qu'on avait mis devant. Sur le Berghof, donc je rappelle le chalet d'Hitler, il y a bien eu un drapeau tricolore, mais qui n'était pas un drapeau français, qui était un drapeau néerlandais. Nous, on a 3 bandes verticales. Le drapeau néerlandais, il a 3 bandes horizontales. Donc, dans un premier temps, ils ont verticalisé ce drapeau néerlandais et on avait l'impression de voir un drapeau bleu, blanc, rouge. Le lendemain, 5 mai, Leclerc vient aussi à l'Obersalzberg et il dit « Je veux qu'un drapeau français soit planté sur la Kelsteinhaus, qui surplombe tout ça. » Et ça sera chose faite vers 17h le 5 mai. Quand les Américains ils ont vu qu'on était là-bas les premiers, ça leur plaisait pas. Hein. Ça leur plaisait pas aux Américains. Et c'était que eux qui voulaient dire que c'est pas vrai. C'est les Français. Les premiers à Berchtesgaden même, ce sont bien des soldats américains. Les premiers à l'Obersalzberg, ce sont bien des soldats français. Et ceux qui plantent un drapeau français à la Kelsteinhaus, ce sont des Français. La guerre est gagnée. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Mardi 8 mai 1945, l'armistice entre en vigueur. La 2e DB est encore en Allemagne, bien sûr. Elle va y rester jusqu'à fin mai et ensuite elle revient en France. Le 19 mai 1945, le général de Gaulle vient voir la 2e DB. La guerre dans le Pacifique n'étant pas finie, Leclerc se voit confier la constitution d'un corps expéditionnaire pour retourner en Indochine et libérer l'Indochine de l'emprise japonaise. Le 22 juin 1945, à l'hippodrome de la Solle à Fontainebleau, il remet le commandement de sa division à Diot. Et Diot, c'est un de ceux qui l'ont rallié les tout premiers en août 1940. Officiers, sous-officiers, soldats de la 2e division blindée, aujourd'hui, je viens vous faire mes adieux. Je vous quitte, et je ne quitterai pas l'insigne de votre division. Je le conserverai, ce sera ma plus belle décoration. J'étais prêt à partir, moi. Ils nous ont proposé, ils disent, voilà, la guerre est finie, si vous voulez rengager, je vous prends tout de suite, sinon,
vous êtes repatriable, vous êtes libérable. Alors, il y avait Louis Giffard, celui qui avait été en Angleterre, blessé à la jambe, là. Et il me dit, on va se trouver séparés tous les deux. Ah ben, je dis oui. Je dis, bon, au début, on voulait bien y aller en Indochine. Mais après, il y a celui qui était le secrétaire, il dit, non, n'allez pas vous foutre là-dedans. Il dit, non, vous en avez fait assez comme ça. Alors, après, je suis parti à Port-Bail. Et à Port-Bail, j'avais déjà des décorations. Il y en a qui avaient fait la guerre des 18, les anciens, là. Eh ben, ils voulaient pas nous voir. Hein. Ils disaient qu'on était des gamins. Oui, ils voulaient pas nous voir. Même pas au banquet, ils voulaient pas. Les anciens. Quand vous sentirez votre énergie fléchir, rappelez-vous, Couffroy, Alençon, Paris, Strasbourg. Lorsque je suis rendu à la vie civile à Port-Bail, le 24 décembre 1945, j'ai 19 ans. Je suis blessé de guerre, médaillé de la Croix de guerre, de la Croix du combattant, de la Croix du combattant volontaire, de la Presidential Unit Citation, et je suis sans travail. Mais je suis bien décidé à prendre ma vie en main. La vie qui m'appartient maintenant, et sans risque. Souvenirs de famille. Là, c'était à Port-Bail, ça. Et là aussi. J'ai fait 7 ans avec Géry, bien sûr. Et c'est là que je me suis marié. J'ai trouvé mon épouse. Encore, je commandais une brigade de haute montagne. La brigade de Patinelle. C'était merveilleux. Fallait voir ça, fallait voir ça. J'ai terminé à Choisy-au-Bac. Ah, c'est toute une histoire. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai de quoi faire un film.